Je m'appelle Aïda Dramé, je suis politologue de formation et juriste internationaliste. Je suis la modératrice de ce panel. Nous sommes ravis de vous accueillir sur cette discussion qui porte sur l'éducation et la citoyenneté, organisée par l'Asia Sénégal, dont je suis également membre dans le cadre de ces 2 ans d'activité. Nous avons compris principaux intervenants, Cheikh Moubarak Wade, coach formateur en marketing et en entrepreneuriat et président de l'association Mon Sénégal à moi. Pape Ismaïla Dian, journaliste, blogueur, activiste et membre du réseau activiste. Et enfin, Mohamed Nias, qui est consultant en communication digitale, fondateur de Manager Production et membre de CitizenLab. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais laisser le soin à nos panélistes de se présenter davantage pour nous en dire un peu plus sur leurs activités. Merci beaucoup. Ismaël Adjan, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Merci à l'Asia Sénégal pour cette invitation. Je suis très honoré de pouvoir apporter ma petite contribution à la célébration des 2 années d'existence de cette organisation. Je m'appelle Papa Ismaïla Dian, je suis journaliste de formation, blogueur par passion, activiste par nécessité, je vais pas dire nécessité comme si j'avais besoin de ça, mais c'est les faits de la vie qui l'ont fait. Je suis membre d'Africtivist, qui est le réseau c'est la Ligue africaine des blogueurs et cyberactivistes pour la démocratie, où je m'occupe de tout ce qui est partenariat et tout ce qui est plaidoyer et communication. Je m'excuse, j'ai pas encore mangé, donc vous prenez compte. Donc tout ce qui est plaidoyer et communication, je suis ici donc parce que normalement c'est le président qui était invité, mais comme d'habitude il m'a refilé le bébé, donc je suis encore très heureux de participer. Merci beaucoup. Mohamed Nias, vous avez la parole. Bonjour, merci Aïda et merci à Mahadi. D'ailleurs, je remercie tout le monde et salue Pape Ismaïla et Cheikh Moubarak. Donc moi, je suis plutôt le fondateur de Managers Prod, qui est une start-up qui est plus sur la communication digitale, sur le web marketing. Et en parallèle, on a des programmes pour le développement civique et citoyen des jeunes à travers des compétitions de débat en anglais et d'accompagnement. Donc, j'ai fait un peu les structures d'accompagnement telles que Jocolabs. Et là, je partage avec Moubarak une organisation de jeunes entrepreneurs, leaders, et avec Mahadi aussi. Et en même temps, je fais partie de l'équipe qui a lancé l'initiative CitizenLex, qui est une plateforme vraiment dédiée à l'engagement citoyen et participatif. Voilà. Merci beaucoup. Cheikh Moubarak, vous avez la parole. Monsieur Wade, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'avais mis mon micro en off. Alors, merci beaucoup à Aïda et mes salutations à mes co-panélistes, donc à savoir Mohamed Nias, Moussa, Pape Ismaïla plutôt. C'est un plaisir pour nous en qualité de coach, entrepreneur et marketing d'intervenir dans ce panel. Mais plus précisément aussi en qualité de président de l'association Mon Sénégal à moi, qui travaille sur le changement positif des comportements depuis 2008. Nous sommes dans les écoles où on a créé des clubs de bon comportement et nous accompagnons très souvent les jeunes, donc les porteurs de projets. Avec Mohamed Nias aussi, on a eu à partager beaucoup de combats dans l'écosystème, même Ismaïla aussi. Et c'est un plaisir pour nous d'être avec eux pour parler d'une problématique, donc d'un sujet qui est très important, qui est l'éducation et la citoyenneté. Merci beaucoup pour les présentations. Alors, comme vous le savez déjà, le panel porte sur le thème éducation et citoyenneté, deux notions qui sont connexes.
Mais avant de parler des liens qu'on peut établir entre ces deux, j'aimerais bien savoir c'est quoi votre conception de l'éducation? Parce qu'on a tendance à l'analyser sous le prisme exclusivement scolaire. Et j'aimerais bien savoir si vous partagez cette conception ou bien vous pensez que l'éducation est beaucoup plus large et dépasse ce cadre. Merci. Pape Ismaël Adjan, vous avez la parole. Votre micro n'est pas activé. J'ai pas encore mangé. Ça se voit. Donc, comment je définirais l'éducation? Il y a plusieurs définitions, mais l'idéal, ce serait en tout cas, ce que toute éducation elle cherche à construire le citoyen de demain, c'est-à-dire que on se pose la question, par exemple, quel est le citoyen que nous voulons pour demain et comment est-ce qu'on doit l'éduquer pour arriver à ça. Et donc, non, elle se limite pas uniquement au milieu scolaire. Elle commence d'abord dans les familles, après il y a le milieu scolaire, il y a ce qu'on appelle l'éducation non formelle, donc c'est tout ce qui est collectivité éducative, tout ce qui est genre les associations scouts, les colonies de vacances, toutes ces choses, les centres aérés et toutes ces choses-là. Vous avez ce qu'on appelle l'éducation informelle, c'est la rue, c'est ce que la personne apprend d'elle-même, c'est ce que la personne... Alors, la rue n'est pas forcément physique, c'est également parfois ce que nous allons rechercher sur Google qui nous éduque. Globalement, c'est les trois définitions qui vont être utilisées. L'éducation formelle, c'est tout ce qui est famille et école. L'éducation non formelle, donc tout ce qui est dans des cadres comme les collectivités éducatives, donc comme j'ai dit, expliquer les colonies de vacances, les associations scouts, ce genre d'activités. Et puis vous avez l'éducation formelle, c'est toutes les autres sources où la personne va, entre guillemets, s'informer ou apprendre des choses et qui vont forcément interférer sur son éducation et sur le citoyen qu'il aura. Mais il faut toujours se rappeler que toutes ces entités-là doivent concourir à répondre à une seule question: quel est le citoyen que nous voulons? Quel est le citoyen que nous voulons construire? Et c'est ça qui va définir, disons, le contenu de cette éducation-là. Vous avez mentionné quelque chose d'intéressant, notamment les associations scouts. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que, par exemple, ces associations vous ont appris que peut-être l'école n'a pas fait? Alors, moi, je suis toujours un scout d'ailleurs. J'ai commencé en 1986, donc jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai connu mon ami Moubarak Wad. On s'est connu il y a quelques années dans des activités scouts. Et le scoutisme, disons, c'est un idéal. C'est-à-dire, si je prends l'association à laquelle j'étais membre, les éclaireurs du Sénégal, le but était de former un citoyen conscient des enjeux de son pays. Et donc, c'était ça, en fait. Et qu'est-ce que j'ai appris, par exemple? J'ai appris la vie en commun. C'est-à-dire, c'est bien, l'école t'apprend, mais vous êtes que 8 heures par jour. Vous dormez pas ensemble, vous faites pas des choses ensemble. Ça, je l'ai appris là-bas. C'est là-bas que j'ai appris. J'ai une famille de scouts, donc si je dis là-bas, c'est également dans ma famille, puisque toute ma famille est quasiment scout. Par exemple, l'engagement, le sens de l'engagement, le sens de ce qu'on appelait, nous, l'engagement communautaire, c'est-à-dire le but de se réveiller et de dire, moi, je m'engage à essayer d'améliorer la vie de ma communauté par les peu de moyens que j'ai. Donc, je ne salis pas si ça participe. Même si je dois être le seul à le faire, je serai le seul à le faire. Ce genre de choses-là. Donc, ça, j'ai énormément d'autres choses comme ça. C'est là-bas que j'ai passé mon brevet de secouriste. C'est là-bas que j'ai passé ce genre de choses-là. Donc, il y a beaucoup de choses que ça apprend qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Alors, c'est pas du tout opposé, mais c'est très lié. Si j'avais pas de bonnes notes, par exemple, à l'école, j'allais pas participer aux activités scouts. C'était le contrat, aussi bien avec mes responsables scouts qu'avec mes parents. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous avez anticipé sur ma prochaine question, à savoir c'est quoi être un citoyen selon vous. Mais je vais d'abord donner la parole à M. Nias et M. Moubarak Wad. Bonjour, M. Nias. Oui, alors, bonjour. Je pourrais savoir comment concevez-vous l'éducation? Oui, merci Aïda. Je pense que Moubarak est l'un des éléments qui sont les plus crédibles en termes de définition sur l'éducation, vu qu'il est dans la formation aussi.
Mais on peut tout à fait dire que l'éducation chez nous, c'est pas juste l'école, parce on est un élément de la société, un pur produit de la société, et je pense qu'on n'a pas été, on nous a pas formés à l'école euh, pour nous aujourd'hui nous permettre de parler avec les gens avec la civilité nécessaire, pour nous permettre de parler avec les gens avec l'intelligence nécessaire. Je pense que notre parcours aussi, au-delà de la famille, parce que c'est notre premier écosystème quand on est enfant. Après, il y a l'école. Il y a aussi l'école coranique. Parce qu'on apprend à vivre avec d'autres personnes, avec d'autres types de cultures, déjà en cet âge-là. Après, il y a l'école coranique et par chance, il y a eu la daïra chez moi, par exemple. Et ensuite, il y a le basketball. Et ensuite, on peut dire qu'il y a aussi les activités auxquelles nous nous sommes donnés, comme accompagner les enfants talibés ou construire des habitations modestes pour des personnes qui n'ont pas eu les moyens et accompagner des personnes comme ci, comme ça. Donc, je pense que l'éducation, c'est juste aujourd'hui ce qu'on pourrait dire la socialisation. Et faudra qu'on prenne en compte que c'est vraiment différent de la formation, de la pédagogie, de l'apprentissage et de l'enseignement. Je pense que tout cela va nous mettre dans l'éducation. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a un type d'éducation qui est plus important que les autres ou bien vous les mettez au même niveau? Par exemple, l'éducation scolaire ou celle de la rue que M. Dian a mentionné tout à l'heure, ou celle de la famille, ou celle même que vous acquérez quand vous faites du sport, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'elles sont toutes reliées et ont le même niveau d'importance, ou bien il y en a une qui vous interpelle le plus? Oui, on osera dire qu'ils sont tous complémentaires, mais aucun n'est supplémentaire. Ça, je vous le dis. Hein. Par exemple, on est dans une société on est musulman d'abord. Je pense qu'il y a donc une éducation que l'on attend chez nous, une éducation peut-être coranique. Et il y a aussi, on est censé nous exprimer dans une société qui attend aussi une participation individuelle de chaque membre de ses citoyens. Donc, on doit forcément faire l'école. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'école qui est le plus mise en avant par rapport à l'éducation. Après, il y a comme Pape Ismaïla l'a dit, la rue, ça forge. La rue, c'est le football que l'on fait dehors. C'est les amis avec qui on traîne. Est-ce que ces personnes-là ont une influence positive, négative chez nous? Ça, je pense que là, il y a le rôle des parents dessus, il y a le rôle des frères, il y a le rôle des oncles. Et voilà, il y a tout un écosystème qui doit couvrir l'enfant, les enseignants, les formateurs, les parents. Et tout cela participera vraiment à une bonne éducation chez l'enfant. Voilà. Merci pour la réponse. Alors, M. Wadi, c'est à votre tour. Voilà, merci beaucoup pour les présentations et puis les notions développées par Ismaïla et Mohamed. Et franchement, on ne fera que certainement que nous répéter parce que nous sommes en phase avec ce qu'ils viennent de définir comme base de l'éducation, qui est tout simplement, je dirais, les moyens qui vont assurer la formation et le développement de l'individu. Quand je dis de l'individu, je vais prendre l'exemple juste d'une plante. Voilà, une plante a besoin d'être entretenue par ceux qui l'ont semé pour pouvoir demain pour donner des fruits de l'avenir. Et donc cette plante, moi je dirais, c'est cet enfant que je suis, que je me rappelle en étant enfant de très bas âge, ayant une éducation, comme il a dit Ismaël, qui a commencé d'abord par une éducation familiale. Nous sommes tous nés dans une famille en étant bébé. Même en étant bébé, il y a une éducation derrière, une éducation, je dirais, transcendante qui nous accompagne jusqu'à un certain âge où, en voyant ce qui se passe dans la maison. Le premier exemple que je donnais, on a tendance à voir parfois des enfants qui ont l'insulte facile. Je disais tout à l'heure à un chauffeur, je dis,
j'ai remarqué que le Sénégalais maintenant a l'insulte facile à la bouche. Et ça, dans une éducation, d'antan, on n'osait pas insulter. Parce que tout simplement, les parents, donc les premiers éducateurs, que sont les parents, nos papas et nos mamans, nous ont inculqué des valeurs. Et ces valeurs maintenant, ensuite, en arborant, en ayant nos sacs en bandoulière, on a fait l'école sénégalaise, nous tous. Cette école nous a enseigné des choses, parce que quand on parle d'éducation, c'est cette formation. Une formation avec différentes matières comme l'éducation, le civisme, la citoyenneté, dont nous reviendrons tout à l'heure, les règles de bienséance, mais également une formation aux connaissances, aux différentes connaissances qui font qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les gens se développent grâce à une expertise, locale. Donc ça, c'est une formation qui est très importante que nous devons avoir, que nous devons inculquer à nos enfants. Aussi, cette école maintenant enseigne, forme, mais ne forme pas seulement dans les classes. Il y a cette éducation que les gens apprennent dans les clubs. Je me souviens, comme Ismaël, les clubs d'anglais, nous, on est des produits des clubs d'anglais. Par exemple, le club d'anglais du lycée Blaise Diagne. J'en profite pour saluer toutes les personnes qui sont passées dans ces clubs, parce que ce sont ces clubs-là qui nous ont appris des valeurs, le leadership, pour qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous puisse être un décideur, puisse être un leader. Donc, ces clubs-là, en dehors des heures pédagogiques, sont des heures d'apprentissage qui nous permettent également d'avoir un développement de l'individu, donc ce qu'on appelle le développement personnel, et d'avoir un état d'esprit qui viendra nous accompagner par rapport à la citoyenneté, où nous reviendrons tout à l'heure. Ensuite, Ismaël a parlé d'une chose importante, l'éducation de la rue. Aujourd'hui, la rue n'éduque plus. Et nous savons que d'antan, si tu faisais des bêtises, c'est le grand frère du quartier qui te chicote. Et tu n'oserais même pas repartir chez toi en pleurant, genre qu'on allait te dire quelle est la bêtise que tu as commise dehors. Donc, vous voyez que il y a 3 niveaux d'éducation qui sont très importants. Ismaël a parlé également du scoutisme, en étant nous aussi des éléments, des éclaireurs d'antan. Donc, salutations également à tous les éclaireurs. C'est l'école de la vie. Alors, cette éducation, maintenant, moi, je dirais que, comme ils l'ont si bien dit également, il y a des niveaux. Il y a le milieu scolaire. Moi, le milieu scolaire, je le définis à 2 niveaux. Il y a l'école de base avec l'école française, mais vous savez qu'aujourd'hui, au Sénégal, la majorité des populations, des Sénégalais, fait, l'école religieuse, l'école coranique, et voire même les couvents. Et donc ça, c'est un milieu qui éduque déjà sur le plan pédagogique, sur le plan professionnel, mais sur le plan, spirituel, qui est très important. Et nous avons parlé du milieu de vie également, qui est la maison et l'école. Ensuite, je dirais, il y a un 3e niveau aussi de l'éducation, c'est le milieu professionnel. Aujourd'hui, nous faisons face à une problématique qui est celle de l'insertion professionnelle. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui, on peut voir un étudiant qui a un bac+5 et qui n'a pas d'expérience, alors qu'en allant dans une entreprise également éduque à travers la pratique. Parce que si on n'a pas une éducation, professionnelle, c'est ça qui va nous empêcher demain d'être des produits valables pour être, pour être opérationnels dans le milieu professionnel. Donc, moi, je dirais que le milieu professionnel est une éducation qui est très importante. Alors, naturellement, on reviendra tout à l'heure sur quel est le lien, en tout cas, qu'on pourrait avoir entre cette éducation, que je dirais qui est tout simplement l'espace d'ancrage, je dirais l'espace d'ancrage des valeurs et l'idéologie, et par rapport à la citoyenneté maintenant, qui est tout simplement le lieu d'expression de tout ce que nous avons appris depuis le bas âge jusqu'à nos jours. Merci. Merci beaucoup, Fouad, pour votre contribution. Alors, Monsieur Dian, je reviens vers vous.
Vous avez parlé tantôt du citoyen. Vous avez dit que l'éducation, pour vous, peu importe qu'elle soit scolaire, celle de la rue, celle de la famille, concourt au final à former le citoyen. Donc, selon vous, c'est quoi être un citoyen? Alors, être un citoyen, pour moi, c'est être un membre de la communauté. C'est-à-dire, c'est pas la nationalité qui va définir le citoyen directement. Je m'explique. Quelqu'un, un Malien qui vit à Dakar depuis je ne sais combien d'années, qui paie ses impôts à Dakar, qui participe à la vie associative dakaroise, c'est un citoyen de cette ville-là, qu'on le veuille ou non. Ce qui changera, c'est est-ce que le jour de voter, il aura le droit de voter comme moi, qui est la nationalité sénégalaise ou pas. Mais il reste qu'il participe à la vie citoyenne. La vie citoyenne, elle se définit en plusieurs points. C'est la vie associative, même la vie scolaire est une vie citoyenne. C'est globalement quelqu'un. Citoyen, la définition originale du mot, c'est l'habitant de la cité, celui qui habite la cité, tout simplement. Alors, après, on pourra y ajouter beaucoup d'autres choses. On parle de devoir citoyen. Souvent, on en parle en parlant du vote électoral, donc du fait d'aller voter. On dit que c'est un droit citoyen, certains disent que c'est un devoir citoyen parce qu'ils ne comprennent pas que les gens n'aillent pas voter. Mais techniquement, c'est un droit parce qu'on est libre de ne pas aller voter. Il y a des pays où c'est un devoir, où voter est obligatoire, comme la Belgique ou je pense la Suède. Mais ici, au Sénégal, non, c'est pas le cas. Donc, de ce fait, être citoyen, c'est seulement quelqu'un qui habite la cité, donc qui habite ici, ce pays, ou en tout cas l'endroit où l'on se trouve, que l'on soit de cette nationalité ou pas, que l'on participe à la vie ou pas, on est citoyen de là-bas. Pour faire la définition très, très, très simple maintenant, on peut peut-être aller dans une définition beaucoup plus spécifique parlant de la participation citoyenne, c'est-à-dire que là, c'est la personne qui participe aux activités et à la vie de la cité, c'est-à-dire qui est engagée, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour la santé, que ce soit engagé en politique, que ce soit pour la vie associative avec l'ASC du quartier pour organiser des tournois de football ou de basket. Ça, peut-être, tout ça résume ce qu'on pourrait appeler la participation citoyenne. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, vous avez bien répondu. D'ailleurs, vous avez souligné un point intéressant, le vote. Et je partage votre point dans le sens où, ok, c'est bien de voter, mais ce n'est pas le seul critère pour juger le militantisme, si on peut dire ça, d'une personne. Parce que vous allez voir, par exemple, certaines personnes qui vont voter une fois tous les 5 ans, à chaque fois qu'il y a, par exemple, des élections présidentielles. Mais après, à part le vote, qu'est-ce qu'ils font à côté? Et versus, vous voyez quelqu'un, lors des élections, il ne va pas voter parce que peut-être il ne se retrouve pas dans les programmes des candidats, mais à côté, c'est quelqu'un qui s'implique beaucoup dans la vie de la cité. Il est membre de nombreuses associations, il milite pour les droits humains, il s'active vraiment à l'avancement en fait, de sa communauté. Et donc, je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que le vote n'est pas le seul critère sur lequel on peut se baser pour juger le militantisme d'une personne. J'irais même plus loin pour dire que ce n'est pas du tout un critère pour moi. Merci beaucoup pour cette contribution. Monsieur Nias, est-ce que je peux avoir votre... oui, Aïda. Je vais sur la même question. Oui, exact. Sur la citoyenneté et la participation citoyenne. Donc moi, j'aimerais juste rappeler que je suis toujours en phase avec vous, Aïda, sur le fait qu'on ne parlera pas de citoyen, la personne qui va juste s'acquitter de ses devoirs civiques. Moi, je pense que le terme citoyen va convier l'individu au respect et aux connaissances de ses devoirs, mais aussi de ses droits. Je pense qu'avant même de parler de ses droits, il faut savoir quels sont ses devoirs et essayer vraiment de s'en acquitter. Et après, libre à la personne, si elle veut, bien sûr, d'aller voter ou pas. Après, comme le disait un jour Jacques Chirac, si vous ne votez pas, vous n'avez pas le droit après de parler. Il a fait une campagne juste pour ça.
Donc là, chez nous, après, on va se dire, on n'est pas intéressé par les choses politiques, on peut ne pas aller voter, etc. Mais j'ose espérer que ces jeunes-là ou ces individus-là iront jusqu'à la connaissance même de leur devoir après de civilité, ce que je rappelle comme aujourd'hui le respect des règles morales et éthiques dans une société. Est-ce qu'on devrait se permettre, par exemple, d'insulter à tort et à travers sur les réseaux sociaux, ou bien de prendre les images d'une personne et de se permettre de lui dire au nom d'une certaine citoyenneté, quoi que ce soit, en tout cas de négatif. Est-ce qu'aujourd'hui, on a connaissance que quand on vit dans une société, on est considéré comme un citoyen, même si on n'est pas considéré comme un citoyen, les lois et les règlements pèsent sur nous en tant qu'individus vivant sur ce territoire-là. Donc, c'est très important d'être informé, d'être avisé de ce qui se passe dans la société, mais aussi d'y participer. Donc là, je parlerai de solidarité. Donc, c'est ces trois valeurs pour moi. C'est des valeurs civiques, c'est des valeurs de civilité, c'est des valeurs aussi de solidarité. Parce qu'on ne peut pas être dans une communauté, bénéficier des infrastructures de cette communauté, bénéficier des largesses, en tout cas de l'amabilité de certaines personnes et de se dire que moi, je suis là que pour mes intérêts. En tout cas, on ne peut pas être dans une société sans y participer. Et ça commence depuis la famille. Quand on est en famille, qu'il y a des travaux dans la famille, qu'on y participe. Dans le quartier, s'il y a une association sportive et culturelle, même si on n'en fait pas partie, qu'on est avisé qu'il y a un set-setal qui se passe devant notre maison même, qu'on sache en faire une priorité d'y participer. Et aussi, quand on est en vie scolaire aussi, de savoir que c'est tout bénéfique pour nous de participer en tant que membre d'un club dans le domaine qui nous intéresse et vraiment de participer à la vie extrascolaire. Moi, je pense que c'est ça qui va forger le jeune, l'élève déjà à l'école. Parce que au-delà de ça, je pense que l'espace avec les foyers scolaires, les activités socio-culturelles sont les premiers pas de ce que Moubarak appelait tout à l'heure l'éducation professionnelle. Moi, je pense que ce qui m'a permis, en tout cas, d'être très avisé sur le monde de la participation, d'être vraiment actif, je pense que j'ai été président du foyer d'abord, dans mon école les pédagogues. Bon, bien avant, j'étais président d'un club d'anglais, ensuite président du foyer. Et je me suis rendu compte que quand on demande à être leader, on n'est pas leader pour bénéficier des largesses ou pour bénéficier des privilèges qui nous sont accordés en tant que leader. On est leader pour plutôt essayer d'optimiser les ressources qui sont à notre portée, d'optimiser les biens qu'on nous a confiés pour quand même aider cette population ou cette communauté qui nous a fait confiance pour nous donner cela. Et tout cela, c'est toujours dans la citoyenneté, dans la reconnaissance, dans la connaissance et l'acquisition même morale de ses devoirs et de ses règles dans une communauté. Merci beaucoup pour votre contribution, M. Nias. M. Wad, c'est à votre tour. C'est quoi être un citoyen pour vous? Alors, merci. Alors, je vais aborder également dans le même sens par rapport à la notion de citoyenneté qui tout simplement reconnaît à l'individu ce droit de droit de vote, donc de ses droits civiques et politiques. Alors, si je prends l'axe droit civique, comme on dit, il y a également les devoirs, comme Mohamed l'a si bien dit. À ce niveau, la citoyenneté, si on le prend c'est pas seulement le fait d'avoir une carte d'identité, n'est-ce pas, de jouir de ses devoirs. Mais en jouissant de ces devoirs, il y a ce qu'on appelle également l'engagement. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'aller voter pour des lois, d'aller voter pour un président ou bien des conseils municipaux,
Mais il faut aller voter, par exemple, pour un idéal, pour comment dire, un futur, par exemple, du territoire, donc de la commune, de la nation. À ce niveau, la citoyenneté, elle est importante parce que c'est tout simplement le moyen d'expression, le moyen, comment dire, de promouvoir, mais également de sanctionner. Les sanctions maintenant vont des deux sens. Il y a une sanction qui s'applique à celui qui ne respecte pas ses devoirs de citoyen. Et ces devoirs de citoyen aussi, on ne doit pas penser cette sanction du côté seulement de Moubarak, par exemple, qui ne paye pas ses impôts, etc., mais également de ce politique ou bien de ces politiciens qui ont devoir derrière de servir la cité. Donc, le citoyen que nous sommes, donc dans notre état d'esprit par rapport à la citoyenneté, devons veiller au respect de tous ces principes. Mais au-delà également du respect de ces principes, le fait de veiller, pour moi, c'est tout simplement une dimension passive plutôt, parce qu'on observe, mais il devrait y avoir une dimension active en étant des acteurs de développement par rapport à la citoyenneté au niveau local. C'est pour ça que je profite de l'occasion pour lancer encore un message à l'ensemble des jeunes du Sénégal à s'engager sur le plan de la citoyenneté, je dirais, active. Cette citoyenneté active nous oblige, comme l'exemple de Mohamed qui a été président d'un club, nous oblige à être des responsables au niveau local. Ce que je dirais tout simplement, que nous soyons des Sénégalais qui remplissent ce qu'on dirait tout simplement notre taux d'utilité sociale, notre taux d'engagement au niveau local. Parce que ça, c'est une obligation, je dirais, c'est un devoir de faire bouger les lignes au niveau local. Cette ligne se trouve dans les associations, dans un mouvement sportif, ça peut être dans un mouvement, culturel, ça peut être dans un mouvement religieux, mais c'est tout simplement dans le mouvement citoyen du quartier. Ça, c'est un élément essentiel pour qu'on puisse valoriser notre citoyenneté. Alors, l'autre aspect de citoyenneté, c'est que quand on est citoyen, il y a cette dimension de civisme également qu'on ne manquerait pas d'aborder, qui est tout simplement un comportement, un état d'esprit. Le civisme, c'est quoi? C'est tout simple, sa patrie, aimer son quartier, aimer tout simplement son environnement. Et que celui qui aime prend soin. Nous devons prendre soin de quoi? Nous devons prendre soin de notre pays, de notre Sénégal. Avoir des valeurs, être des citoyens modèles qui respectent l'environnement, qui respectent les règles de bienséance, parce que c'est ça qui fera que ce pays se développe. On ne peut pas se développer dans l'indiscipline. Et vous verrez bien qu'il y a un lien étroit entre cette éducation qu'on a eue, que je dirais tout à l'heure, que j'avais dit que c'est l'espace d'ancrage, donc l'éducation, et l'espace maintenant de l'expression de tout ce qu'on a eu à apprendre à l'école, dans nos maisons, dans les organisations. Maintenant, ça doit se refléter dans notre état d'esprit qui n'est rien d'autre que c'est l'amour. Aimer son pays même fait partie de notre religion. Et donc, aimer ce pays maintenant, c'est de faire de sorte que ce pays aille de l'avant. Et pour aller de l'avant maintenant, on ne peut pas développer un pays sans connaissance. Donc, l'éducation revient encore. Et j'ai l'habitude je ne me lasse pas de le dire très souvent dans toutes mes interventions, je convoque tout simplement Baïnias, qui dit que certes l'avenir d'un pays est entre les mains de sa jeunesse. Mais quelle jeunesse? C'est un point d'interrogation. Et moi je dis aujourd'hui, cette jeunesse, si ce Sénégal repose entre les mains des jeunes du Sénégal, donc l'avenir, il faudrait que ce soit des jeunes éduqués. Il faudrait également que ce soit des jeunes qui ont des valeurs, un état d'esprit. Ça doit être des jeunes qui sont comme Ismaël, des jeunes qui sont comme Mohamed, parmi tant d'autres qui remplissent leur taux d'utilité sociale,
qui sont très importants, qui valorisent leur savoir-faire, mais qui également aident les autres à se valoriser, à aller de l'avant, mais également qui valorisent l'union entre les citoyens, le respect, des institutions, mais également le respect de nos valeurs. Alors, ce civisme maintenant, pour terminer, je disais tout à l'heure, il faudrait que nous aimions notre pays. Aimer le pays maintenant, je dirais, c'est de se l'approprier. La citoyenneté, je dirais donc, c'est l'appropriation de ce Sénégal. D'où le nom de Mon Sénégal à moi, notre association, qui n'est rien d'autre que chaque Sénégalais considère ce Sénégal comme son propre bien. Mon Sénégal à moi. Moi, c'est mon Sénégal au Bob. Ce qui t'appartient, tu en prends soin. Les rues doivent rester propres. On ne gaspille pas. Quand on a des postes électifs, on se dit qu'on doit être au service du bien. On doit, être des citoyens modèles. Mais également, on ne doit pas accepter que quelqu'un d'autre s'intéresse plus à notre pays, s'intéresse plus à nos biens, à nos littorales que nous. Donc ça, c'est un principe qui est fondamental. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la différence entre un Américain, un Sénégalais, un Japonais, etc. La seule différence se trouve dans l'amour de la patrie. Donc, pour finir, pour ne pas monopoliser la parole, je dirais, j'avais noté juste un point. Quel est le lien? Et c'est un point d'interrogation que je me laisserai et que je vous laisse. C'est que l'éducation est un mindset, n'est-ce pas? Comme j'ai dit tout à l'heure, qui est l'espace d'ancrage, et la citoyenneté, le lieu tout simplement d'expression de cet ancrage. Alors, quel pays, je dirais, quel pays et quels citoyens nous voulons avoir? Moi, c'est peut-être certainement, c'est une question que j'ouvre et qui sera l'objet d'une autre discussion, des échanges que nous aurons peut-être prochainement, mais ce serait intéressant de savoir quel pays nous voulons et quels citoyens nous voulons être. Bon, merci déjà par rapport à... J'en profite moi pour anticiper parce que j'ai un événement de suite. Je remercie l'ASIA et notamment la Samben et tout ça, de nous avoir offert cette opportunité, même si c'est un temps très court, de pouvoir partager avec ce public, mais également d'avoir partagé ce panel avec mes frères, Mohamed et Ismaïla. Et en tout cas, je terminerai en disant que ce Sénégal, personne d'autre ne pourra le développer à notre place. Soyons des citoyens modèles et disons que ce Sénégal-là, c'est notre Sénégal et c'est le pays le plus, le meilleur pays au monde. Et pour que ce soit maintenant le pays le meilleur au monde, il faudrait que nous soyons des citoyens modèles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Wade. Pour rebondir sur le plaidoyer intéressant de M. Wade, quel lien est entre la citoyenneté et l'éducation? Oui, le pont, il est clair. Hein. Il est clairement défini quand on prend le citoyen qui se limite à sa cité et le citoyen qui a une vision beaucoup plus planétaire qu'on appelle un citoyen du monde. Donc, dans ce sens, il y a forcément besoin d'éducation, besoin d'être éduqué, besoin d'apprendre, d'aller apprendre à respecter d'abord sa culture en soi et la culture aussi des autres. Et ça, on ne l'apprend pas depuis chez soi. On l'apprend à l'école, on l'apprend à l'université, dans les écoles de formation, on l'apprend dans les webinaires, on l'apprend sur la toile. Aller sur Google vraiment pour aller chercher des choses concrètement, des choses qui nous soient favorables dans notre quête vers la connaissance. Donc, c'est vraiment aller avoir
la passion d'aller dans les librairies, d'acheter des livres dans les domaines qui nous intéressent, d'acheter des livres pour explorer le monde. On avait des parents, il y en a. Et beaucoup de jeunes ont la chance d'avoir des parents qui sont en même temps des éducateurs, qui leur achètent des encyclopédies, dès l'âge de 0 à 6 ans, qui est la première enfance, vraiment. Pour que déjà, à partir de la deuxième enfance, l'enfant découvre lui-même, au-delà des cours que lui donnent ses instructeurs, découvre le monde, voyage un peu et revienne poser à ses parents pourquoi on ne parle pas beaucoup de Rwanda, pourquoi on ne parle pas de la Côte d'Ivoire, pourquoi je ne vois pas dans les livres le terme, par exemple, Niak. Vous voyez, c'est très important parce que dans la société, on a nous-mêmes des notions que l'on donne à nos enfants, à nos frères, qui ne figurent pas aujourd'hui sur les livres qui nous permettent de découvrir le monde ou sur les plateformes qui nous permettent de découvrir le monde. Donc la citoyenneté, on ne peut pas se l'approprier si on n'a pas l'amour d'abord de l'éducation, l'amour de la connaissance. Il faut qu'on aille d'abord, qu'on donne du temps, qu'on donne aussi beaucoup de respect à nos instructeurs, à nos professeurs, à nos enseignants qui prennent le temps, vraiment, ils prennent le temps de donner l'essentiel de leur curriculum aux élèves. Et ces enseignants-là, ces premiers enseignants-là sont des parents, sont vraiment des parents au même titre que nos pères et mères biologiques, parce qu'ils passent plus de 8 heures de temps avec les jeunes. Durant plus de 8 ans, les jeunes ne connaissent que. Après, on va nous dire l'État, qu'est-ce que l'État a à faire dans ça? L'État a aujourd'hui redonné en tout cas la place des vacances citoyennes, de redonner cette place-là à la jeunesse. Je pense que malheureusement, le nouveau type de Sénégalais ou le nouveau type de jeunes qu'on veut voir ici en Afrique ou au Sénégal, c'est les associations, les OCB, les ASC qui participent vraiment. C'est vraiment les ONG qui participent. C'est aujourd'hui des réseaux comme Africtivis. C'est des structures d'accompagnement, c'est comme l'Asia, c'est vraiment des structures qui sont organisées en privé et qui offrent aujourd'hui des formations et qui donnent de leur temps à des initiatives qui accompagnent la jeunesse. Mais est-ce que concrètement, on a vu un jeune Sénégalais qui s'est fait avec des programmes de l'État, qu'on se dise la vérité? Ça c'est personnel, c'est moi. Je pense qu'on devra repenser aujourd'hui quel type de Sénégalais on veut. L'éducation, les enseignants ont fait leur part, vraiment. Les parents, ils en font, c'est pas assez, parce qu'ils laissent aujourd'hui les jeunes, ils les laissent à eux-mêmes. Et est-ce qu'on va pas repenser le type de vacances que l'on veut pour nos enfants? C'est important. Les initier et les pousser surtout à faire du sport. Moi, je pense que, par exemple, si aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps pour faire des bêtises en étant jeune, bien que c'est pardonnable chez tout le monde, je pense que c'était le sport. Il faut occuper la jeunesse, je pense. C'est ça, pour moi. Alors, merci beaucoup pour cette introduction qui met l'accent sur l'importance des enseignants et l'utilité de l'école. De la citoyenneté. Et bien évidemment, je ne remets pas en question l'importance de l'école, mais je me dis en fait, que fait-on de ces gens qui ne sont pas allés à l'école? Par exemple, est-ce que faut-il être obligatoirement aller à l'école pour se dire on est un bon citoyen ou pas? Parce que je me dis, la vendeuse d'arachides qui est dans mon quartier, qui n'a peut-être pas eu la chance de faire des études poussées, ou bien même qui n'a jamais été à l'école du tout, peut-être qu'elle participe même plus à l'avancement de la communauté, peut-être qu'elle est plus militante, peut-être qu'elle s'engage plus dans les affaires de la cité que par exemple
une personne qui aurait eu un bac plus 5 ou même un doctorat. Donc, je voulais juste insister sur cette petite nuance. Mais qu'en pensez-vous? Parce que vous avez beaucoup parlé de l'école et des enseignants, en fait. Et moi, ma question, c'est, OK, que fait-on alors de ces citoyens qui ne sont pas allés à l'école? Oui, les citoyens, même s'ils ne vont pas à l'école Aïda, ils sont dans une autre école. Ils ne sont pas à l'école occidentale, bien qu'on a des professeurs et des enseignants qui sont bien sénégalais, ils sont dans une autre école. Et ça, c'est l'école de la rue ou c'est l'école coranique. Qu'est-ce que les autorités font pour encadrer ces autres écoles-là? Parce que l'école coranique est une école. C'est une école. Je pense qu'on devrait la repenser. On ne peut pas l'éliminer. On devra peut-être penser aujourd'hui à réduire le nombre d'écoles coraniques jusqu'à 60% ou 80% et essayer de les moderniser, de les encadrer. Trouver des certificats pour ces professeurs, ces encadreurs, et ensuite vraiment accompagner cette jeunesse-là vers la professionnalisation, vers aujourd'hui l'acquisition d'attitudes professionnelles et de capacités professionnelles pour faire face, parce qu'on ne peut pas parler de citoyens sans parler de leur participation aussi à la vie active. Ce n'est pas que les jeunes qui sont à l'école coranique, c'est les jeunes qui sont dehors. Qu'est-ce qu'ils font? S'ils sont dehors aujourd'hui, ils n'ont pas d'occupation, ils n'ont pas de famille même qui s'occupe d'eux. Quel est le rôle de l'État aujourd'hui? Quel est le rôle du ministère de la Jeunesse? Quel est le rôle des agences pour l'enfance derrière? Je pense que c'est ces questions-là qu'on a. Merci beaucoup pour votre contribution, M. Nias. Alors, M. Bien, je reviens vers vous. Alors, quel lien vous établissez entre l'éducation et la citoyenneté? Bon, pour moi, le lien, il est simple. En fait, l'éducation vise à construire le citoyen. C'est-à-dire, l'éducation, que ce soit, comme je l'ai dit lors de ma première intervention, le but, c'est de construire le citoyen qu'on veut. On se dit, l'école se dit, quel est le citoyen sénégalais qu'on veut, qu'est-ce qu'il doit savoir. C'est comme ça que sont définis les programmes scolaires. La famille se dit, quel est l'enfant que je veux éduquer demain. C'est-à-dire que quand il y a un enfant dans la famille, les parents, ils se posent la question, quel est l'adulte qu'ils veulent construire avec cet enfant-là. Donc, c'est ça qui va définir ce qu'ils vont lui apprendre, quel type de relation ils vont avoir avec lui, comment est-ce qu'ils vont pouvoir travailler avec, comment est-ce qu'ils vont, disons, organiser la vie avec lui et autour de lui. Donc, et le lien, donc, pour moi, pour en revenir, il est simple, c'est que on vise à l'éducation, c'est pour créer le citoyen qu'on veut, la personne qu'on pense qu'elle sera la meilleure personne pour la cité, pour la communauté, quelle que soit la largesse de la communauté, que ce soit juste la famille, que ce soit le quartier ou que ce soit à l'échelle d'un pays. Donc, et à travers cela maintenant, on va devoir créer des conjonctions entre, par exemple, l'éducation familiale, l'éducation scolaire, ce genre de choses-là. On ne peut pas avoir ce qui arrive très souvent, ce qui est arrivé depuis fort longtemps d'ailleurs et qui continue parfois d'arriver, d'avoir par exemple une éducation scolaire qui va essayer d'inculquer des valeurs qui ne sont pas les valeurs choisies par les parents. Si vous lisez dans l'aventure en début de Cheikh Hamidou Kane, le principal problème était là. En fait, ils avaient l'impression que les valeurs que l'école française devait inculquer aux enfants n'étaient pas les mêmes valeurs qu'ils cherchaient à inculquer à eux-mêmes, à leurs enfants. Et ce qui fait que donc il faudrait forcément une bonne conjonction entre le modèle de citoyen que veut créer l'école, le modèle de citoyen que veut créer la famille, le modèle de citoyen que veut créer la société globalement. Quand je dis la société, je parle du décideur politique, je parle de toutes ces choses-là, et qui vont pouvoir faire qu'on ait, disons, un système éducatif global qui prenne toutes ces questions-là en charge, qui va également prendre en charge les questions, les nouvelles questions entre guillemets. Par exemple, si on doit parler il y a 25 ans, on ne parlait pas de l'éducation au numérique, par exemple, parce que ça paraissait trop loin et trop truc. Aujourd'hui, on est en plein dedans, on est en train de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va éduquer les gens avec le numérique. Il y a Mohamed Nias qui disait tout à l'heure que, par exemple, que quand l'enfant il découvre certaines choses,
il revient poser les questions aux parents. De plus en plus, c'est à tonton Google qu'on va poser certaines questions parce que peut-être on a peur de les poser aux parents ou parce qu'on pense que les parents ne vont pas donner de réponses satisfaisantes, et ainsi de suite. Donc, il y a toutes ces choses-là qui entrent en jeu et qui doivent faire que donc, le système éducatif, en tout cas, quand je dis système éducatif, je ne parle pas juste du système scolaire, mais de l'ensemble de tout ce qui touche à l'éducation de l'individu, doit se mettre à jour aussi et prendre en compte ces nouvelles choses-là. Mais pour répondre à ta question, l'éducation, ça sert à construire le citoyen. Okay. Merci beaucoup pour la réponse. Alors, malheureusement, le temps nous est compté. Donc, je pense passer de la 4e question et directement passer à la partie discussion. Alors, il y a certains participants qui ont... Alors, il y a un des participants, Ayman Abdourahman Mohamed, qui demande quelles sont les relations entre l'école et le monde du travail. Merci Aïda de m'avoir posé cette question. C'est Pape Ismaïla ou à Mohamed? Peu importe, vous avez la parole. Vas-y Mohamed, vas-y. Oui. J'aimerais vraiment inviter aujourd'hui les jeunes à ne pas sous-estimer les structures professionnelles qui existent. Ça veut dire il y a les associations qui sont là, les OCB, les organisations de communautés de base, qui sont de toutes petites organisations qui sont dans les quartiers, et les associations qui font des choses extraordinaires je pense que c'est les premières aujourd'hui écoles professionnelles que les jeunes devraient postuler, devraient chercher pour leur première expérience professionnelle. Parce que là-bas, on y apprend à vivre ensemble, on y apprend à respecter les différences, on y apprend à gérer bien les ressources et à même se priver l'eau, la bouteille d'eau qu'on va prendre, qu'on n'hésite pas de la boire parce qu'on se dit que les 400 francs-là, on peut l'injecter dans cet argent-là qu'on veut offrir aux bénéficiaires. Je pense que le pont, il est là. Entre l'éducation, c'est l'école, c'est la formation, c'est l'université et tout. Ça passe. On n'y apprend que 20% de ce qu'on acquiert dans la vie ou 10%, vraiment moins. Mais le reste, c'est au niveau des participations citoyennes, c'est au niveau après des structures professionnelles réellement et au-delà. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Dian, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Alors, moi, je pense que le lien entre l'école et le monde du travail, c'est d'abord un lien de formation, c'est-à-dire qu'on part du principe que l'école doit former les gens qui doivent pouvoir répondre à la demande du monde du travail. Donc, c'est plus une formation, disons, de compétences, en fait. C'est-à-dire que si demain, on veut des informaticiens, que l'école forme des informaticiens. Si on veut des médecins, pareil, si on veut. Il y a ce premier lien-là. Donc, mais également, étant donné que l'école participe à la formation participe à l'éducation du citoyen, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, il va également participer à forger son éthique au travail. Avoir les compétences, c'est une chose. Avoir une éthique au travail, c'est une chose. C'est-à-dire, c'est le fait de travailler sérieusement, de produire, d'être productif, de bien faire les choses, de bien se comporter avec le travail sur son lieu de travail, d'avoir un lien sain avec le travail. L'école participe également à cela. C'est pour ça qu'on parle très souvent d'une adéquation entre la formation scolaire et ce que demande le monde du travail. Donc, pour moi, c'est ça le principal lien. Et je suis d'accord avec Mohamed quand il demande également de s'engager beaucoup plus dans des organisations, dans des associations. Ça aide énormément. Un des problèmes qu'il y a ici, c'est que le bénévolat et le volontariat dans des associations n'est pas toujours valorisé sur les CV et autres. Parce que très rarement, des gens vont mettre sur leur CV que j'ai été bénévole dans un truc. Alors que dans les pays anglophones, ça se fait très souvent. Vous retrouvez très souvent des jeunes qui, quand ils sortent, par exemple, d'une école de marketing, au lieu d'aller chercher un stage en entreprise, vont aller se faire bénévole dans l'équipe de campagne, par exemple, d'un politicien, et vont participer aux campagnes où ils vont faire du porte-à-porte, essayer de convaincre les gens
c'est une bonne expérience en marketing quand on va taper aux portes des gens, histoire de les convaincre de voter pour quelqu'un, ce genre de choses-là. Et ils le mettent après sur leur CV et c'est très important. Donc, j'espère avoir répondu à la question de notre ami. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Dian. Alors, il y a une autre question de la part de Mahadi, d'ailleurs. Madame Som, elle demande comment le web et les réseaux sociaux impactent ou redéfinissent la notion de citoyenneté. Intéressante question. Alors, cette partie-là, c'est le web crée un nouvel espace citoyen, en fait. Il fait ce que mon ami Sherpa l'appelle, il crée ce qu'on appelle la citoyenneté augmentée. C'est-à-dire qu'il offre à des citoyens un nouvel espace d'expression citoyenne et d'action citoyenne. Il ne s'agit pas uniquement de parler. Si je donne un exemple, avec toutes les initiatives citoyennes qui sont nées soit sur le web, mais qui après sont devenues des actions de terrain, ou toutes les actions de terrain qui existaient, des actions citoyennes de terrain qui existaient, mais qui ont eu une nouvelle ampleur grâce au web. Si je prends l'exemple de mon ami Abdou Touré, de mon frère Abdou Touré avec son quartier vert challenge, qui grâce au web, par exemple, aujourd'hui réussit à de plus en plus, j'ai dit ça souvent, en fait, à évangéliser de nouvelles personnes aux questions environnementales, aux questions écologiques. Vous avez toutes ces choses-là. Donc, le web, il participe à offrir un nouvel espace citoyen, en fait, aussi bien dans l'expression que dans l'activité. Énormément d'activités citoyennes se tenaient en offline, mais n'arrivaient pas à impacter beaucoup plus de gens parce qu'il n'y avait pas cet aspect communication-là, cet aspect présentation. C'est qu'offre le web aujourd'hui qui puisse permettre, par exemple, à un jeune qui est à Dakar, qui se dit, moi, je suis intéressé par tel sujet, je voudrais travailler dessus, mais j'ai pas trop d'ouverture, que quelqu'un qui se trouve à Tambacounda ou à Ziguinchor puisse lui dire, ah ben, tiens, voilà, j'ai des ressources sur ça, je peux t'accompagner sur tel point, je peux t'ouvrir telle porte, je peux te faire ça, ce genre de choses-là. Donc, pour moi, en tout cas, c'est un énorme plus à la vie citoyenne, globalement, des citoyens. C'est également un espace d'éducation, un nouvel espace d'éducation où donc les citoyens ils vont s'informer de plus en plus. Vous avez par exemple, j'ai encore parlé de vote et d'élection, mais on va aller vers les élections locales. Beaucoup vont s'informer par exemple sur savoir comment voter, comment s'inscrire à travers le web, à travers des questions qu'ils vont poser sur des réseaux sociaux et ils auront des personnes qui vont y répondre. Donc c'est extrêmement important pour moi. Il faut surtout maintenant créer pas créer, mais en tout cas renforcer l'éducation numérique. Il y a beaucoup d'organisations qui essaient d'amener cette éducation au numérique-là chez les gens, c'est-à-dire pas de leur apprendre à utiliser le numérique. Tout le monde aujourd'hui sait quasiment l'utiliser, mais de leur apprendre à mieux l'utiliser en fait, à rendre le temps qu'ils y passent utile. Pas utile pour la société, mais utile pour eux-mêmes, qu'ils puissent, au bout d'une journée, dire, ah ben tiens, j'ai appris telle chose, j'ai réussi à faire telle chose, j'ai eu tel nouveau contact. Mais en tout cas, qu'ils puissent donc mieux rentabiliser le temps qu'ils y passent. Le but n'est pas de dire aux gens que vous les utilisez mal, vous êtes nuls. Non, chacun l'utilise comme il le veut, comme il l'intéresse. Mais à travers cette utilisation-là, il y a la possibilité qu'ils accordent peut-être un peu plus de temps à la vie citoyenne, à l'activité citoyenne, à leur propre vie. C'est ça. Et ça, par exemple, il y a énormément d'associations. Vous avez, Activis le fait, vous avez le réseau des blogueurs le fait, il y a énormément d'associations qui le font, l'Asia le fait, pour justement amener les gens à cette éducation-là, au numérique et à la nouvelle vie qu'est le numérique. Beaucoup pour votre réponse. D'ailleurs, Je voulais profiter juste de l'intervention d'Ismaël pour. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. En fait, je voulais profiter juste de l'intervention d'Ismaël pour rebondir sur l'aspect de la culture, la culture, surtout la culture numérique. Parce que comme on est dans une thématique d'éducation, et qui, je dirais, pour circonscrire notre cible, je m'intéresserai plus, à l'éducation numérique chez les jeunes.
Parce que et là, il faudrait interroger le comportement, comment dire, la psychologie même hein, des jeunes face à l'outil numérique. Quelle utilisation ils en font. Et là, ça revient toujours à l'intervention de Ismaël sur comment les accompagner, mais je dirais plus comment accompagner cette culture numérique pour en faire un usage beaucoup plus efficient et qui permette de renforcer cette éducation qui, hier, demandait beaucoup plus d'efforts, de recherche, de lecture, alors qu'aujourd'hui, l'accès est facile hein, par rapport à cette information, mais comment les valoriser au niveau des écoles. Vous avez dit tout à l'heure également que nous avons circonscrit notre intervention à l'éducation à l'école, mais il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a l'éducation islamique, etc., dans les daras, parce que la vendeuse dont vous parliez tout à l'heure certainement a fait l'école coranique, n'est-ce pas, et parmi tant d'autres, les commerçants qui ont une éducation qui est beaucoup plus large côté islamique, mais qui également aussi, eux, ont ce droit d'expression, donc d'utilisation du web, qu'ils le font déjà d'ailleurs, mais de voir comment les accompagner à mieux utiliser. Donc, pour renforcer, les propos d'Ismaïla. Merci beaucoup, M. Wad, pour cette contribution intéressante. Alors, on va passer à une autre question, puisque le temps nous est compté, comme j'ai dit tantôt. Alors, il y a Nathalie Tété. Elle demande comment accompagner les jeunes à prendre conscience des enjeux de la participation, à s'engager et jouer pleinement leur rôle. Oui, si je peux me permettre, je pense que les jeunes, tout ce qu'ils devront faire, la question elle est liée avec la dernière. Hein. Je pense que c'est d'abord prendre conscience du concept civic tech. Et aujourd'hui, qu'il y a des technologies qui sont vraiment là, disponibles, accessibles et favorables à la citoyenneté. Et ces technologies-là, c'est tout comme les réseaux, les plateformes web qui existent. Comment la jeunesse peut s'en approprier pour faire vraiment des choses qui les intéressent? Parce que je ne peux pas comprendre quand même un jeune qui passe, par exemple, 4 heures de temps par jour sur son téléphone à regarder sur Instagram, Facebook, etc., des choses qui le distraient, alors que le jeune là a la possibilité d'aller suivre les hashtags, par exemple, des domaines qui l'intéressent. Par exemple, si c'est un jeune, moi, il y a beaucoup de jeunes qui me demandent des formations sur le web marketing, etc., etc. Je leur dis, allez suivre, au lieu de suivre Belle Fille de Thiès, Belle Fille de Saint-Louis, allez suivre sur les hashtags qui sont sur Twitter, Facebook, WhatsApp, everywhere, pour chercher juste, par exemple, web marketing. Vous allez voir les informations au TL 221, etc., des choses qui sont intéressantes quand même par rapport à leur domaine. Ils vont voir des posts qui se relayent, qui sont viraux souvent et qui sont dans leur domaine. Moi, je pense que dès lors qu'ils sont informés, après, parce qu'ils doivent bien s'informer, ils peuvent prendre contact direct et s'engager. Parce qu'aujourd'hui, l'engagement participatif est gratuit. Il est gratuit, il est favorable, il est accessible et ensuite, il est certifiant. On l'a valorisé d'ailleurs, je pense bien. Moi, je voudrais juste dire, en fait, l'un des problèmes, l'un des freins à l'engagement, c'est que c'est pas assez valorisé. C'est-à-dire que très souvent, quand je dis valoriser, je parle pas de valoriser socialement, mais même au niveau scolaire, même au niveau, au niveau professionnel. Je répète encore que, par exemple, très peu de gens valoriseront sur leur CV le fait qu'ils ont été volontaires ou bénévoles dans des activités. Être volontaire et bénévole, c'est des moments de formation. Vous apprenez énormément sur le terrain. Comme j'ai l'habitude de dire, en fait, à un jeune qui me dit, oui, je suis développeur, je suis en première année, en deuxième année, je sais faire des sites web, je lui dis, va proposer à ton ASC Nakan de leur faire un site web, par exemple.
ce sera ta première expérience de faire un site web, de le gérer pendant plusieurs mois, de le mettre à jour, et ainsi de suite. Mais ça, s'il le fait, par exemple, ce sera considéré comme une perte de temps parce que ce ne sera pas valorisé comme si c'était un stage en entreprise. Donc, il faudrait qu'on commence aussi bien professionnellement que aussi bien au niveau académique à valoriser ces acquis que les gens font dans le bénévolat, dans le volontariat. Et ça, quand on le fera, par exemple, ce sera beaucoup plus intéressant pour des jeunes de s'engager dans des associations, de s'engager dans d'autres structures et de pouvoir dire un jour, quand ils iront quelque part déposer leur CV, oui, j'ai passé 6 mois comme volontaire dans telle structure. Je sais que par exemple les étudiants en droit le font très souvent lorsqu'ils s'engagent comme volontaires dans des organisations de défense des droits humains. Mais parce que c'est très valorisé dans leur secteur à eux, dans le secteur juridique. Après, quand on va chercher un travail ou quand on voudra aller faire, par exemple, un 3e cycle spécialisé sur les droits humains, de pouvoir dire j'étais volontaire à Amnesty ou à la RADDHO pendant 1 année, pendant 2 ans, où j'ai appris énormément de choses. Ce qui n'est pas forcément le cas dans bien d'autres domaines. Et comme j'ai dit, ça reste que dans le domaine. Donc, il faudrait qu'on trouve le moyen de valoriser cette vie citoyenne-là. Qu'on n'ait pas l'impression que quelqu'un qui fait quelque chose pour la vie citoyenne perd son temps, en fait. Parce que c'est ça que les gens vont te dire. Oui, c'est une perte de temps, tu te fatigues dans les associations et tout ça, mais tu perds ton temps. Parce que à la fin du mois, ça ne te ramène pas un salaire, globalement. C'est le seul, malheureusement, aujourd'hui, c'est la seule unité de mesure qui va exister au niveau de la vie. Quand un jeune est à l'ère des études et tout ça, on peut accepter qu'il ait une vie associative quand il est à l'école, quand il est un truc, tant qu'on n'a pas l'impression que ça gêne ses notes. Si le parent, il pense que le gamin, il a 18 et que s'il n'était pas membre de son foyer, il aurait eu 20, voilà, il sera plus membre du foyer, en fait, parce qu'il faut un truc. Donc, ce genre il faudrait, donc, globalement, à tous les niveaux, qu'on valorise cette vie citoyenne-là, cette vie active dans des associations. À un moment donné, l'État du Sénégal avait commencé à reconnaître, par exemple, certaines associations d'utilité publique, faisant que lorsque vous y êtes, c'est différent, ça peut être valorisé, mais ça ne se fait plus. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui met un frein à l'engagement. Le deuxième frein, c'est la démocratie représentative, malheureusement. Je ne vais pas parler politique, mais par exemple, combien de jeunes savent aujourd'hui qu'ils peuvent être membres d'une association, qui va être membre du conseil de la jeunesse, ainsi de suite. Mais dès l'instant que les gens, ils ont élu quelqu'un qui les représente, ils ont choisi quelqu'un qui les représente, ils arrêtent de s'engager parce qu'ils attendent que cette personne fasse toute la représentation nécessaire, en fait. C'est-à-dire, vous revenez pas, si vous êtes membre d'une OCB, d'une organisation communautaire de base, que vous avez un délégué au niveau du conseil communal de la jeunesse, vous n'allez plus participer aux activités du conseil communal de la jeunesse. Pourquoi? Parce que vous avez un délégué qui doit le faire à votre place. Si vous êtes citoyen d'une commune donnée, par exemple, vous ne participez pas à la vie de la commune, aux décisions de la commune. Combien de gens savent que, par exemple, ils peuvent aller pas participer, mais au moins assister aux réunions du conseil municipal de leur localité et demander la parole. Après, c'est au président de séance, donc le maire ou en tout cas la personne, de choisir s'il donne la parole à des gens qui ne sont pas membres de l'équipe municipale ou pas. Mais il y a toutes ces choses de participation. Mais dès l'instant qu'on les a élus, en fait, on cesse de participer. Finalement, je pense qu'il faudrait qu'on aille plus vers une démocratie participative plutôt que vers la démocratie représentative qu'on a aujourd'hui. Excusez-moi si au début je me suis trompé. En fait, j'ai dit c'est le problème il faut qu'on aille vers plus de démocratie participative, aussi bien dans nos associations, dans nos OCB que dans la vie politique. Ça, c'est un. Et deux, qu'on valorise le bénévolat, le volontariat que les jeunes feront dans des activités que les jeunes feront. Parce que c'est ça qui va développer leur participation citoyenne. C'est ça qui va développer leur sens de la citoyenneté, de se dire, je fais partie de cette communauté, j'ai des droits dans cette communauté, j'ai des devoirs dans cette communauté, et de travailler à ce que les deux aillent ensemble. Aujourd'hui, les gens
se comportent comme s'ils n'avaient que des droits, en fait. Il faut souvent leur rappeler leurs devoirs dans cette commune. Et ces devoirs-là, on les acquiert soit parce qu'on les a inculqués dans la famille ou dans l'école, mais c'est surtout dans la vie associative au quotidien qu'on apprend c'est quoi une association, c'est quoi être président d'une association, c'est quoi être membre d'une association. Tel que les associations fonctionnent, les mairies fonctionnent de la même façon, les gouvernements fonctionnent de la même façon, tout fonctionne de la même façon. Parce que c'est les mêmes textes qui les régissent, en fait. Donc, j'espère avoir répondu à la question de Augustin Tété, que je salue au passage, qui est mon frère scout, que je salue au passage. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes pour clore, mais il y a une dernière question que je vois de Nathalie Louis Tété aussi. Des impressions sur la loi sur le volontariat au Sénégal. Alors, c'est une loi que je n'ai pas encore lue, malheureusement. Donc, je ne peux pas donner de réponse sur ça. Je suis déjà content qu'il y ait une loi sur ça. Je savais qu'il existait juste quelques textes avant, comme par exemple le volontariat ne peut pas durer plus de 2 ans, ce genre de choses-là. Dernièrement, pas plus tard que la semaine passée, j'étais dans une activité où on parlait de ça et on parlait et je leur disais qu'en fait, être bénévole ou être volontaire, c'est un statut. Il faut au moins que les gens vous signent un papier comme quoi vous avez une convention de volontariat, donc qui va faire que vous êtes pris en charge pour certaines choses, qui va vous protéger. Lorsque vous êtes dans une activité volontaire ou bénévole, que vous vous blessez, l'organisation qui vous y a amené vous doit au moins de prendre en charge vos soins, ce genre de choses-là. Et donc, du coup, ça, c'est un statut qui existe. C'est pas juste un truc dit comme ça dans le vent, je vais être volontaire, je vais être. Donc, c'est important qu'il y ait cette loi-là. Je suis très content. Je vais tout faire pour la trouver un texte et le lire. Et puis après, Augustin, s'il veut, on en discutera peut-être en privé ou autour de notre webinaire sur ça. Merci beaucoup, Monsieur Niasse. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on clôt la séance? Oui, pareil. Hein, moi, je dis que je n'ai pas encore lu la loi, mais je suis très content parce que j'ai été coordonnateur d'une organisation de santé publique bénévolement durant presque 2 ans. Et comme Pape Ismaël a dit, il est nécessaire en tout cas que même les organisations elles-mêmes commencent à faire la différence entre bénévole et volontaire et commencer à donner à qui de droit ce que la personne a comme titre. Parce qu'après, c'est certifié, c'est attesté. Et je vous dis, hein, il y a beaucoup de structures qui vous prennent qu'après avoir vu sur votre CV que vous avez eu à faire 2 ans ou 1 an de bénévolat ou quelques mois de bénévolat ou de volontariat. Ça démontre d'un engagement et d'une reconnaissance citoyenne. Donc, moi, je suis très content que cette loi existe. Bon, après, on va faire comme Ismaël, voir où ça se trouve et de la partager le maximum possible. Voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, la séance tire à sa fin. Peut-être qu'on aura l'occasion de discuter davantage de ces notions dans un autre webinaire, mais là, il faut vraiment qu'on clôture. Merci beaucoup, M. Dian, M. Niasse et M. Wad, même s'il est parti. Donc, c'est bon, on va clôturer la session et merci encore pour vos contributions et à bientôt pour un autre panel de la Via Sénégal. Merci beaucoup aux participants aussi et bonne fin de soirée, bon début de soirée plutôt et au revoir. Bonne fin de week-end à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Allez,